Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Geek in World. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo interview. Et là, j'ai un invité exceptionnel, un homme multicasquette, que dis-je, un homme multimédia qui est à la fois journaliste, chroniqueur, producteur de contenu dans le domaine de la culture geek. Je vais bien sûr nommer Rafik Djoumi. Rafik, bonjour, ça va? Oui. Bonjour Serge, oui ça va. Parfait. Alors, si vous voulez connaître la carrière de Rafik Djoumi et si la culture geek en général vous intéresse, eh bien restez connectés jusqu'au bout. On se retrouve immédiatement après le générique. Rafik, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Oui, éventuellement, il y a des personnes peut-être qui ne te connaîtraient pas. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton cursus? Voilà, dis-nous tout, Rafik. Alors je m'appelle Rafik Djoumi, je suis journaliste culturel on va dire, chroniqueur, critique, ça dépend des supports sur lesquels je me trouve. Voilà, je suis quelqu'un qui a d'abord commencé dans la critique de films, dans la presse cinéma, la presse papier. Qui ensuite est passé sur Internet, qui s'est un peu diversifié, c'est-à-dire qui s'est ouvert à d'autres médias que le cinéma pour parler de ce qu'on appelle communément la culture geek, mais que j'appelle plus souvent la culture populaire. Voilà. Donc, tu es journaliste depuis 30 ans à peu près. Est-ce que tu as pas tes études? Est-ce que tes études ont fait, tu as fait des études de journalisme ou de cinéma pour y arriver ou pas? Mes études n'ont servi absolument à rien par rapport au métier que je fais, puisque j'ai fait une école de cinéma, une école privée que j'ai payée de ma propre poche, mais qui m'a amené un diplôme qui en gros ne mène à rien. Donc c'est pour ça que je ne citerai pas l'école en question, je ne vais pas lui faire une mauvaise pub. Ce qui m'a mené là où je suis, en fait, c'est qu'à la fin des années 80, avec un ami d'époque, on avait créé un fanzine, donc un magazine amateur, des feuilles A3 photocopiées noir et blanc, graffées pour être pliées en deux. C'était un fanzine qui s'appelait Blue Screen, dont on a fait, je crois, une dizaine de numéros auxquels se sont joints à nous d'autres personnes qui elles aussi ont eu des chemins un peu intéressants. Et ce fanzine, en fait, qui était tiré généreusement à au moins 50 exemplaires, hein, pour certains numéros, on cassait la baraque, voilà, était placé dans quelques librairies spécialisées à Paris. Et à l'époque, aussi fascinant que cela puisse paraître, ça circulait beaucoup. Nous, on n'avait pas forcément conscience d'être lus, mais en fait, le magazine était lu par des gens que nous lisions, c'est-à-dire des journalistes professionnels. On l'a découvert après coup, puisque toute l'équipe de Blue Screen avait été engagée par Christophe Gans pour un magazine qui s'appelait Vidéothèque à l'époque, qui était produit par la boîte de Claude Berry. Et il avait pris tout le personnel du fanzine pour nous faire bosser là-dessus. On a bossé sur un numéro qui n'est jamais paru en fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où Vidéothèque s'arrêtait à son troisième numéro, je crois. Mais ça avait été intéressant parce que nous qui étions vraiment des petits nerds au bureau des élèves de l'école de cinéma à utiliser le seul Macintosh qui était disponible à l'époque pour faire notre maquette un peu hésitante. Nous retrouver comme ça directement pêcher, c'était un peu une expérience étrange. Et au même moment à peu près, moi j'ai reçu une convocation, on va dire, d'un autre directeur de publication qui s'appelle Gilles Boulanger et qui avait lu Blue Screen donc et qui était intéressé par ma personne et lui lançait un magazine qui s'appelait Le Cinéphage. Donc j'ai été là cette fois-ci seul le rencontrer et je me suis retrouvé en gros directement dans la rédaction du Cinéphage, très très impressionné puisque c'était une rédaction dans laquelle on comptait plus d'une vingtaine de personnes et j'en connaissais les trois quarts en fait de mes lectures. J'étais vraiment, moi j'arrivais au milieu des pros. Le Cinéphage, il y avait une grosse partie de l'équipe de Starfix, qui était le magazine de cinéma que j'avais dévoré pendant toute mon adolescence et qui a très largement forgé ma cinéphilie. Et pas seulement ma cinéphilie, mais justement aussi un peu les à côté de la cinéphilie, hein, puisque c'est un magazine vraiment très, très versé dans la culture pop. À mes yeux, c'est encore aujourd'hui le magazine qui représente le mieux les années 80, en tout cas celles que j'ai vécues. Ils étaient tous là, donc il y avait Christophe Gans que j'ai déjà cité, Mathias Sanderson, Frédéric Albert-Lévy,
Christophe Lemaire, j'en oublie plein, mais c'était très intimidant. Donc je me suis retrouvé là-dedans, un peu écrasé, on va dire, par ces ombres, avec pas mal du mal à faire ma place en fait. Je me considérais vraiment comme un bleu-bite, quoi. Et je crois que dans mon travail, ça se ressentait parce que j'essayais de bien faire. J'essayais de faire comme il fallait, vraiment à écrire dans les cases, dans les marges, quoi. Et je pense pas que ça me rendait service. Donc ce qui s'est passé, c'est que le cinéphage n'a pas très bien marché. C'est un magazine qui a commencé avec une grosse promo, un papier d'excellente qualité, des exclusivités au niveau des interviews, etc. Mais les ventes ne suivaient pas et de numéro en numéro, ça a commencé à devenir de plus en plus pauvre, en fait, pas en termes de contenu, mais en termes de présentation et de moyens. Et lorsque ça s'est complètement arrêté, moi j'ai dû bosser un peu en urgence. Et donc je me suis trouvé un boulot de vendeur à la Fnac. Donc d'abord à la Fnac des Halles, en musique, en vidéo et musique de film, parce que les deux rayons étaient mêlés. Et, euh, et assez vite, ils se sont rendus compte que j'avais une bonne connaissance de la musique de film et que je pourrais être utile, non pas à la Fnac des Halles, parce que la Fnac des Halles, en gros, il s'agissait de vendre de la compilation de chansons du dernier succès en date, quoi. Donc si c'était juste de la commande, mais à une Fnac un peu particulière qui était la Fnac des Italiens, qui était fréquentée par un public, on va dire, un peu plus urbain, un peu plus citadin, entre guillemets exigeant. Et la Fnac des Italiens avait un exceptionnel rayon de musique de film, très référencé, à destination des collectionneurs essentiellement. Et son vendeur venait de partir. Et ils étaient très emmerdés parce qu'ils avaient un stock gigantesque de disques très chers dont ils ne savaient absolument pas quoi faire. Et donc ils avaient besoin d'un quelqu'un qui s'y connaisse pour pouvoir déstocker ça intelligemment. Et je leur ai fait la mauvaise surprise, au lieu de déstocker, de restocker encore plus, puisque mon but était de faire un rayon qui soit à la hauteur de mon prédécesseur, voire mieux. Donc je me suis employé à en faire ce qui, à mes yeux en tout cas, le rayon le plus référencé que je puisse imaginer. Et ensuite, je gardais un pied quand même dans la presse, puisqu'entre-temps j'avais commencé à fréquenter des gens du milieu de la presse ciné. Et à l'époque, j'étais souvent fourré chez un journaliste de Mad Movies qui s'appelle Didier Alouche, qui aujourd'hui travaille aux États-Unis pour Canal+. Et donc du coup chez Didier, je voyais pas mal les gens de Mad, et il savait que j'avais envie de revenir dans la presse. Et donc dès qu'un poste s'est libéré à Mad Movies, j'étais engagé à Mad Movies et j'ai laissé tomber la Fnac. Voilà. Donc ça c'est on va dire les premières années. Et et donc, ce qui était intéressant, c'est comme je le disais à l'époque où je bossais pour le cinéphage. Alors, j'ai pas fait que le cinéphage, hein, j'ai aussi fait des petites collaborations à droite à gauche, à Libération, des trucs comme ça. Mais je faisais pas vraiment mon trou. Et surtout au niveau du style, encore une fois, j'insiste sur cette idée de bon élève et de bon élève appliqué. Ce qui s'est passé, en fait, que j'estime important pour le reste, c'est que quand j'ai été à la Fnac, j'y suis allé avec l'idée que ce n'était qu'un passage. J'étais pas là pour rester. Donc, j'étais déterminé à faire ce qui me plaisait et en gros à faire chier la direction. J'ai été vraiment en guerre contre mes directeurs successifs de magasins parce que j'allais être complètement à l'encontre de tout ce qui m'était demandé. Donc j'avais cette idée de faire un rayon extrêmement référencé alors que, attendez, que je vende du Pulp Fiction, quoi, si tu veux. Et comment dire, et les disques que je commandais, c'était des trucs, des éditions limitées, étrangères, dont les films n'étaient pas d'actualité. Très très souvent, le directeur du magasin m'a repris, quoi, m'a gueulé dessus parce qu'il voyait arriver des caisses de trucs. Bref, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est que j'étais convaincu que si je faisais un rayon suffisamment référencé, allait venir un public j'aime pas trop le terme, mais un public de qualité, c'est-à-dire un public qui est prêt à dépenser beaucoup, parce que justement, c'est le seul magasin où ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Et donc, du coup, ce qui me sauvait, c'est que le rayon marchait très fort.
J'ai une anecdote à ce sujet-là où un matin, le directeur a été effrayé parce qu'il a vu que j'avais commandé une caisse d'un disque qui coûtait presque 400 francs le pièce, ce qui était démentiel pour un disque à l'époque, et j'en avais une caisse entière et d'un film dont il n'avait jamais entendu parler, et il y avait 20 minutes de musique sur le CD. C'était la BO de Francis de John Barry, et donc dès le matin il m'a fait comprendre que le soir j'étais convoqué à son bureau et il fallait que je m'apprête à dégager, quoi. Donc j'allais être viré, et le soir il est revenu me voir, et donc il avait besoin d'un exemplaire du disque pour pouvoir noter sur ses papiers de quoi il s'agissait, quelle était la faute grave, on va dire. Et lorsqu'il m'a demandé le disque, il a réalisé qu'il y en avait très peu en rayon, donc il m'a demandé où étaient les autres. Et je lui ai dit, les autres, ils ont été vendus. Et là, il est allé voir sur sa base de données, et effectivement, l'essentiel de ma caisse de disques avait été vendu dans la journée. Donc sur un disque à 400 francs, évidemment, ça fait du chiffre d'affaires. Et c'était ce genre de choses qui me sauvait. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que Francis, dans mon souvenir, il avait été édité à 1000 exemplaires dans le monde, et j'avais dû en commander 300. Donc j'avais littéralement le tiers des disques disponibles sur la planète, tu vois. Donc comme c'était une époque pré-internet, les gens ils prenaient le train pour venir acheter le disque chez moi. Donc tout ça m'a sauvé, et j'ai découvert après coup, hein, après avoir quitté la Fnac, que mes joutes avec la direction, pas seulement le directeur du magasin, mais aussi la direction centrale de la Fnac, hein, parce que j'étais souvent en guerre avec eux aussi, parce que je cassais leurs opérations quand ils avaient fait des deals avec les éditeurs pour sortir un gros machin. Moi, je commandais que 2 exemplaires dans mon magasin, tu vois, ça faisait pas très, très bon genre auprès de l'éditeur. Bref, j'ai réalisé qu'en fait, mon nom avait beaucoup circulé. C'est-à-dire que au siège social, ils me connaissaient, à la Fnac de Nice, ils me connaissaient. Ils avaient entendu parler d'un taré qui faisait ce qu'il voulait, et ça marchait bien pour lui. Et en fait, je me suis aperçu que quand tu n'avais pas peur d'être viré, parce que j'avais effectivement pas peur d'être viré, c'était presque un but quelque part, et ben tu t'accédais à une liberté qui te permettait d'être toi-même, en fait. Et donc, en étant moi-même, c'est-à-dire en faisant le rayon de musique de film dont je rêvais, et ben, les autres gens qui rêvaient de ce rayon de musique de film l'ont eu. Donc, je suis revenu dans la presse à Mad Movies avec cet état d'esprit, avec cette idée que peut-être que si je fais exactement ce que je veux, peut-être que ça va marcher. Peut-être qu'il y a d'autres gens que moi qui ont les mêmes envies, en fait. Et donc j'ai commencé à Mad à me comporter d'une façon un peu téméraire et un peu désobéissante. Ça n'allait pas très très bien avec le directeur de publication de l'époque et avec mon rédacteur en chef, parce que je sortais complètement du cadre. Lorsqu'on me demandait une critique d'un feuillet et demi, je disais ça me fait chier. Je vais en faire une de 5. Parce que ce film-là, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, donc ça sera 5 feuillets, puis c'est pas autrement. Donc ça voulait dire que le maquettiste devait s'adapter à mes caprices de diva d'une certaine façon. Après, il faut fournir, bien sûr. Je leur faisais pas 5 feuillets vides. Ils voyaient bien que les 5 feuillets que je leur rendais, j'avais besoin de faire un texte aussi long parce qu'il y avait effectivement des choses à en dire. Mais c'était pas ce qui était demandé dans le magazine. Mad Movies n'était pas à l'époque connu comme un magazine. C'était pas les cahiers du cinéma, si tu veux. C'est un magazine d'information sur un genre de film qui était très déprécié, donc avec une approche qui était peut-être plus encyclopédique. Un peu, l'écran fantastique et Mad ont été souvent portés par des gens qui étaient dans l'idée de la collection, en fait. Il y a une raison pour laquelle Pierre Peters, le fondateur de Mad Movies, a toujours fait des listes, en fait, dans son magazine. Et c'est comment dire. C'est des gens qui viennent aussi du fanzina et qui ont toujours aimé justement établir des listes, être le plus encyclopédique possible, c'est-à-dire voilà. Et moi, c'était pas du tout mon approche. Comme je l'ai dit, j'avais plus été élevé par un magazine comme Starfix. Mon approche, elle était réellement critique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de ces films-là ce qu'ils sont, en fait. Et pour ça, pour expliquer pourquoi ces films sont comme ça, il fallait prendre le temps. Et il fallait utiliser un vocabulaire qui n'était pas non plus très utilisé dans le magazine à l'époque, un vocabulaire
technique, on va dire. Je parlais beaucoup de découpage, ce genre de choses-là. C'était pas dans les habitudes, mais on me laissait faire. Je remercie pour le coup mes anciens collègues de m'avoir quand même, malgré ma témérité et mon côté bravache, m'avoir laissé parler, parce qu'ils auraient très bien pu me dire tais-toi et fais ce qu'on te demande. Ils m'ont quand même laissé faire. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait un public pour ça. Alors, il y en a un public qui n'a pas du tout aimé. Je réalise que ce que j'ai amené à MAD, il y avait une partie des lecteurs qui n'aimaient pas du tout. Ils n'achetaient pas le magazine pour qu'on leur fasse un cours d'esthétique du cinéma, d'acheter le magazine parce qu'ils aiment le cinéma d'horreur et qu'ils voulaient savoir très exactement ce qui sortait. Voilà. Donc, mais à côté de ça, il y avait un autre public plus, on va dire, plus estudiantin peut-être, je ne sais pas comment les appeler, qui ont été ravis de ce nouvel apport. Donc c'est intéressant parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'écrivais dans la presse, mais mon nom, personne ne le connaissait. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire dans MAD en faisant comme je l'entendais, tout d'un coup, mon nom a commencé à être dans la tête des gens. Et ce qui vraiment a, je pense, beaucoup aidé à me faire connaître, c'est en 1998, si ma mémoire est bonne. J'avais pété un plomb sur un projet d'un film qui devait sortir en 2001, et c'était un très long tournage, et j'avais vraiment fait des pieds et des mains pour convaincre mon rédacteur en chef de l'époque de me laisser écrire dessus dès le début. C'est-à-dire le film n'était pas encore en tournage et je lui demandais déjà de pouvoir écrire dessus. Et comme il avait besoin de remplir le magazine Impact, parce qu'il y avait deux magazines, il y avait Mad Movies et Impact qui sortaient en alterné. Comme il avait besoin de remplir Impact, ça lui faisait 1 ou 2 pages d'assuré en fait dans chaque magazine, donc il m'a laissé faire ce que je voulais. Et donc ce projet s'appelait Le Seigneur des Anneaux, et en fait je crois qu'on a commencé en début 99, j'ai commencé à faire une rubrique régulière qui suivait pas à pas la constitution du projet. J'étais absolument convaincu que ça allait être un truc énorme. Et à l'époque, c'était un peu considéré comme zinzin. Enfin, d'autres collègues, d'autres gens dans la profession, pas forcément à MAD, mais dans d'autres magazines, se demandaient pourquoi je délirais autant sur un projet comme ça, parce que c'était un projet qui était pas du tout comment dire, c'était un réalisateur qui était relativement méconnu, alors pas par mes collègues qui connaissaient bien Peter Jackson, puisque Peter Jackson avait été notamment très très suivi par Mad Movies depuis ses débuts, mais en dehors de la presse spécialisée en cinéma d'horreur, Peter Jackson il n'existait pas, il n'y avait aucune vraie star à l'affiche. C'était juste l'adaptation d'un bouquin qui n'avait jamais été un vrai blockbuster en France. En tout cas, ce n'était pas un poids culturel. Le Seigneur des Anneaux, ça l'était dans le monde anglo-saxon, mais pas en France. Enfin voilà, en gros, ils ne voyaient pas trop l'intérêt de délirer autant sur ce projet-là. J'aurais proposé Seigneur des Anneaux, je n'aurais pas proposé Star Wars. Alors que ça faisait plus sens qu'on suive Star Wars pas à pas, puisque c'était le gros machin du moment. Mais j'étais convaincu de ça. Et encore une fois, il y a cette idée que si je suis convaincu de ça, il y a forcément d'autres gens qui le sont aussi. Donc ils vont venir à nous. Et je pense que ça a été le cas. Je pense qu'effectivement, tous ceux qui voulaient des infos sur le Seigneur des Anneaux, qui ne pouvaient pas en trouver parce qu'il n'y avait rien en français sur le film, du coup, ils sont venus à Impact et Mad Movies, quoi. On a fait la toute première couverture consacrée au film. Donc 1 an et demi avant sa sortie, je crois que c'était en avril 2000, et j'avais réussi à obtenir une interview de John O, parce que le projet était tellement peu prioritaire que ceux qui avaient bossé dessus étaient très libres d'en parler, quoi. C'était pas surveillé. Et John O, il habite en Suisse, et j'avais réussi à l'avoir au téléphone, et je l'ai appelé, on a fait une interview de 2 heures, enfin tranquille, quoi. Il m'a raconté tout voilà. Et avec cette interview, donc on a fait une preview, parce qu'il y avait la bande-annonce, le teaser qui était paru sur Internet à l'époque. À partir de ce teaser, on avait les photos, et donc on a pu mettre le film en couverture avec le titre Chronique d'un chef-d'œuvre annoncé. Donc vraiment, j'étais en mode, c'est même pas contestable, quoi. Ça va être monstrueux. Et encore une fois, c'était vu comme une prédiction un peu zinzin. Moi, j'avais mes raisons pour y croire, mais elle serait trop longue à expliquer, quoi. Bref, toujours est-il que voilà, je parle de ça non pas forcément pour me jeter des fleurs, mais pour expliquer cette idée que dès l'instant où tu t'es donné l'autorisation,
dès l'instant où tu t'es dit, bah, je vais le faire, ben, d'une manière ou d'une autre, ça marche. Voilà, c'est à tous ceux qui veulent parler de leur passion. Vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Il y a rien de pire que d'essayer, je pense, d'être un bon élève appliqué, te rend invisible, quoi. Donc moi, j'avais certaines choses à amener qui m'étaient propres et je me suis senti l'autorisation, enfin, je me suis donné l'autorisation de le faire, quoi. Et ça a été le cas ensuite de mes collègues. Et j'ai eu des conversations d'ailleurs avec mes collègues à ce sujet-là. Je me souviens notamment avec Stéphane Moïsakis, donc, qui était un jeune homme qui venait souvent traîner à la boutique Movies 2000, parce que donc Mad Movies était associé à une boutique de cinéma qui s'appelle Movies 2000, que j'ai tenue pendant un moment. Donc j'écrivais les textes dans le magazine et je tenais la boutique. Bref. Et Stéphane traînait pas mal à la boutique. Donc j'ai très vite repéré que c'était quelqu'un qui avait quelque chose à dire, quoi. Donc il nous a rejoints au magazine et on a eu des discussions là-dessus, sur cette idée de se donner l'autorisation d'eux, en fait. Stéphane, il a une façon à lui, très personnelle, d'aborder le cinéma. Il aurait pu, comme d'autres, se dire, bah, c'est mon délire à moi, mais comment je vais faire j'ai peut-être pas le droit de l'imposer, donc je vais essayer d'écrire comme on me demande d'écrire. Et en fait, l'idée, c'était non. Non, non. Ce que tu m'as raconté l'autre jour à la boutique, moi, c'est ça que j'ai envie de voir dans le magazine. Parce que ce que tu m'as raconté, je ne l'ai jamais entendu. Donc, c'est encourager les gens vraiment à donner d'eux-mêmes, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Si mon admiration pour l'équipe de Starfix, c'est le boulot ahurissant qu'ils ont pu fournir dans les années 80, elle vient aussi de là. Ils n'essayaient pas de suivre un courant. Ils étaient complètement... comment dire, ils sont arrivés avec leur vision spécifique d'un cinéma, sans hiérarchie, où ils étaient capables de te faire exactement les mêmes, la même exigence d'écriture sur Rambo 2 et sur un Lars von Trier, dans le même numéro, par la même personne. Tu vois, c'était une façon d'aborder le cinéma complètement extraterrestre aux yeux des règles de l'époque, où il y avait les cahiers d'un côté et les premières studios de l'autre, quoi. Et eux, ils étaient ni dans aucun des camps. Ils s'en foutaient complètement des camps. Donc voilà, s'il y a eu de fortes personnalités qui ont pu émerger dans ce magazine-là, comme Nicolas Boukrieff, Christophe Gans, François Cognard et autres, c'est justement parce qu'eux-mêmes s'étaient autorisés, en fait. Donc voilà, se donner à soi-même l'autorisation, je pense que c'est un truc très très important pour transmettre ta passion. Donc, tu as travaillé sur plusieurs médias, notamment les éditions Atlas, mais tu es surtout connu maintenant pour l'émission, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, l'émission presque culte Beats, qui a été diffusée sur Arte et qui s'est arrêtée, il me semble, en 2019. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à mettre sur pied cette émission ? Raconte-nous tout le processus de production pour en arriver jusque-là, et puis parle-nous de l'évolution du cinéma, tout ce qui concerne Beat. En fait, ce qui s'est passé avec Beat, ça s'est fait en plusieurs temps. De l'époque Mad Movies, on avait commencé, j'étais pas le seul, hein, on était plusieurs à couvrir un champ finalement qui dépassait un peu le cinéma. On s'apercevait, comme tous les geeks, hein, que les médias commençaient à fusionner les uns les autres. Internet était déjà arrivé, on était déjà à fond dedans, et cette fusion des médias, j'entends par la fusion culturelle, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus tellement de hiérarchie entre un certain cinéma, le jeu vidéo, le comic book, etc. On voyait les artistes passer de l'un à l'autre régulièrement, s'influencer les uns les autres. À l'époque, on était fan du Mexicain Guillermo del Toro, avec lequel on a pu développer une relation privilégiée quand on était à MAD, puisqu'on on avait couvert Les Chines du Diable et Blade 2 avec lui, avec de longues interviews et tout ça. C'était très bien passé, et il était emblématique de quelqu'un qui se nourrit de tout, en fait, et c'était notre cas aussi. Donc on commençait à incarner autre chose que la cinéphilie, en fait, et on avait tendance à utiliser souvent ce mot qui était peu utilisé dans la presse à l'époque, qui était le mot geek.
pense sincèrement que on a contribué à le populariser un peu à notre niveau. Il était jusque-là associé exclusivement au monde informatique dans la presse française. Nous, on l'associait à une certaine façon de consommer la culture populaire sous toutes ses formes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en 2007, je crois, un documentaire qui s'est fait qui s'appelait Suck My Geek, qui essayait d'étudier un petit peu ce que c'était que cette culture-là, à quoi elle correspondait, parce que personne ne comprenait exactement c'était quoi le rapport entre informatique, jeux de rôle, cartes à jouer et cinéma. Et donc, ils avaient fait appel à plusieurs personnes qui, chacune à son niveau, incarnaient un de ces aspects. Et avec Yannick Dahan, qui bossait avec nous à Mad Movies à l'époque, qui lui avait une émission de télé. On avait été invités, lui et moi, à parler de l'aspect au cinéma de cette culture geek. Donc, en fait, sans m'en rendre compte, je commençais à être associé à quelque chose d'autre que le cinéma fantastique, parce que Mad Movies m'avait surtout mis sur le front le caractère spécialiste du cinéma fantastique, ce qui d'ailleurs n'a jamais été vraiment mon cas. Je suis pas un aussi grand connaisseur du cinéma fantastique que ne l'était Jean-Pierre Peuters, par exemple, fondateur de MAD, qui lui a vu pratiquement tous les films fantastiques de la création. C'est pas du tout mon cas. Moi, je me considérais plus comme un cinéphile traditionnel. Mes passions, elles vont autant sur les drames et les films de guerre des années 40 que sur les films fantastiques. Toujours est-il que, par contre, je me reconnaissais un peu dans cette définition du geek, du geek en tant que consommateur boulimique de culture populaire, parce qu'effectivement, depuis mon adolescence, j'avais fricoté avec tous ces domaines-là, en fait. J'avais fricoté avec les amateurs de jeux vidéo, avec les joueurs de jeux de rôle, avec comment dire, les amateurs de comic book et tout. Je picorais, en fait, dans un peu ce qu'ils avaient à m'apporter. Et donc, je me disais, oui, c'est vrai, peut-être que en fait, je suis plus dans cette culture que... Bon. Et donc, voilà, Suck My Geek est passé sur Canal. Il a été bien accueilli au sens où ceux qui se considéraient comme geeks ne nous ont pas envoyé des tomates pourries à la gueule, quoi. Donc on les avait d'une certaine façon assez bien représentés. Et il y a eu un autre doc qui s'est monté du coup un peu dans le même sillage, pour Arte cette fois-ci, qui s'appelait La Revanche des Geeks. Et quand Arte a fait ce doc, apparemment il a eu un bon accueil et ils ont voulu, enfin ils se sont demandé s'il n'y avait pas une émission régulière à faire autour de cette culture. Et donc la boîte qui avait développé La Revanche des Geeks, qui est la générale de production, en gros ils cherchaient des gens pour faire ce magazine-là. Je n'ai pas été leur premier choix. Je ne vais pas citer les autres personnes qui sont passées avant moi, mais je pense que ce qui a joué en ma faveur, ça a été l'idée de désenclaver cette culture, puisque j'avais commencé à réfléchir là-dessus. Donc c'était quoi le rapport, justement, c'est quoi ce rapport entre le comic book et le jeu vidéo et le cinéma, tu vois, enfin, il faut comprendre c'est quoi les liens entre... Bon, par chance, j'ai un fonctionnement assez analogique, c'est-à-dire que j'aime bien, comment dire, comme souvent les semi-autistes, je remarque des patterns, quoi, des figures récurrentes, et ces figures récurrentes m'interrogent et me donnent peut-être un chemin pour étudier le problème. Et donc, quand j'ai rencontré les gens de la Générale de Prod, en fait, je leur ai expliqué que ça servait à rien de faire un magazine sur la culture geek, puisqu'en gros, on allait juste parler des grosses sorties du moment. Ce qui était intéressant, c'était de désenclaver cette culture, c'est-à-dire de faire comprendre à des gens qui ne font pas partie de cette culture-là en quoi ça les concerne. Et à l'époque où je les ai vus, c'était l'époque où sortait le 3e Batman de Christopher Nolan, et donc ils m'avaient demandé si on faisait le magazine cette semaine, ça serait quoi le sommaire. Donc je leur dis, a priori, ça serait Batman. Alors là, ils font, ah oui, effectivement, ça serait Batman, mais on ferait quoi sur Batman? Comment on aborderait le sujet? Et là, je leur dis, on irait voir Alain Resnais. Et il y a eu un grand silence autour de la table. Et donc, je leur explique. Je leur dis, voilà, Alain Resnais, c'est typique de ce que je vous dis par rapport à cette idée de désenclaver cette culture. C'est un des plus grands spécialistes du comic book. Et personne en France ne le sait. Parce qu'on a tellement pris l'habitude
de hiérarchiser entre son cinéma très exigeant, très auteur, très machin, très truc, et de considérer le comic book comme un truc pour les débiles mentaux, que l'idée qu'Alain Resnais, ce grand monsieur, soit aussi un passionné réel de Spider-Man et compagnie, ça, enfin voilà, les gens comprennent pas, ils comprennent pas qu'Alain Resnais, il est pote avec Stan Lee. Et donc voilà, si on fait un magazine sur la culture geek, c'est la raison pour laquelle on va voir Alain Resnais, c'est pour expliquer aux gens, cette culture-là, que vous regardez avec distance, elle fait partie de ce que vous considérez comme la culture avec un grand C, complètement intégrante, quoi. Et c'est ça qui les a séduits, en fait, à la Générale de Prod, cette idée de désenclaver. Et donc, ben, du coup, on a commencé à réfléchir à l'idée de faire ce magazine. Et j'avais cette envie, qui très vite s'est révélée être un cauchemar, de faire un magazine qui parle de cette culture avec les outils de cette culture. Et donc, du coup, d'utiliser les films, les dessins animés, les comic books, tout ce qui pouvait nous tomber sous la main, de l'utiliser comme un langage, en fait. Au lieu d'avoir juste des gens qui parlent à une caméra, on va avoir Marty McFly qui va dire la phrase clé qui nous servira à faire notre démonstration. Je dis cauchemar parce qu'ensuite il s'agissait de concrétiser ça et de faire de cette émission une émission très 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 compliquée à créer, puisqu'il fallait d'abord aller éplucher des centaines d'heures d'extraits pour trouver exactement ce qu'il nous fallait pour raconter la chose d'une manière très spécifique. En fait, basiquement, c'est ce qu'on appelle du langage mémétique, en fait, c'est-à-dire le langage des mèmes tel qu'il est spontanément utilisé sur Internet. C'est une émission qui se voulait le reflet de ce dont elle parlait. Et donc, c'est une émission qui est construite comme un mème, en fait, Beats, d'une certaine façon. Donc c'était épuisant à faire, hein, vraiment. Les premières semaines ont été... Enfin, on s'est tous mis malades, quoi. Donc cette idée de faire de Beats un magazine qui, comme il le dit, recollons les morceaux ensemble, c'est-à-dire, en gros, allons voir dans tous ces domaines-là, et on verra qu'il y a justement des objets récurrents qui nous permettent de les recoller ensemble, et donc de comprendre de quoi il s'agit concrètement. Et voilà, donc il y a des épisodes dont je suis plus content que d'autres, mais je pense que le magazine a plu parce que, comment dire, il a prouvé qu'il y avait, encore une fois, pas de hiérarchie inutile. Dès le premier épisode, on parle de GTA, dans mon souvenir, et voilà, on commence par parler d'un gros jeu vidéo qui est très très mal vu par la presse, comme un truc de débile mental, et en 2 minutes, on va se retrouver avec Filippo Brunelleschi à la Renaissance italienne, tu vois, et on aura fait un lien logique entre les deux. Quand on parle de la sortie de Pokémon Go, on finit l'épisode littéralement sur de la phénoménologie. Donc il y a cette idée que ce qu'on considère comme intelligent, éduqué, arté justement d'un côté, et ce qu'on considère comme débile, consommable, comment dire, jetable comme culture populaire, non, cette hiérarchie-là, elle n'existe pas. Si on est en mesure de voir les patterns, justement, de voir les liens profonds qui les unissent, on comprend qu'il n'y a qu'une seule et même culture. Et donc la culture dite geek, elle fait partie de la culture tout court. Donc voilà, c'était cette idée de désenclaver, en fait, qui a beaucoup aidé le magazine. Et à ma grande surprise, je ne vois pas tellement de gens prendre le relais. En fait, il y a peu de gens qui font ça. Il y en a qui le font au niveau du cinéma, ça me fait toujours plaisir. J'ai vu ces dernières années, il y a eu un Américain qui s'appelait Tony Zhu, qui faisait de l'analyse de films et qui n'hésitait pas à passer d'un gros blockbuster à la Avengers à un film de Kurosawa dans la même phrase. Mais je vois pas ça au niveau culturel plus général. Trop rarement, en tout cas. L'idée du magazine Beats est née en juillet 2012, soit un peu plus d'1 an avant la diffusion du premier épisode. La note d'intention était dès le départ de désenclaver ce qu'on appelle la culture pop, montrer en quoi elle nourrit et se nourrit de ce qu'on appelle la culture classique. Sinon, on va parler maintenant de ton approche, notamment de l'évolution du cinéma. Est-ce que pour toi, le cinéma, depuis le début de ta carrière, a évolué, et comment tu vois cette évolution? Et je te poserai exactement la même question pour les bandes originales de films. Le cinéma,
que j'affectionne, on va dire le cinéma dit de genre, parce que j'ai jamais aimé ce mot, parce qu'en fait tous les films appartiennent à un genre donné en fait. Encore une fois, quand on parle de cinéma, en fond, c'est la même chose qu'avec la culture. Quand on parle des gens qui aiment le cinéma de genre, tu as envie de dire le cinéma de genre, c'est le cinéma tout court, quoi. Le cinéma, il a commencé avec des comédies, des westerns et des films d'épouvante. Donc si je m'intéresse à ces trois genres-là, ça fait de moi quoi, un amateur de genre ou simplement un cinéphile. Donc là aussi, il faut se méfier des hiérarchies, des catégorisations. Le cinéma populaire a bien sûr évolué ces 30 dernières années, dans un sens qui est... je pense que ce qui a surtout évolué, c'est le bras de fer entre créateurs et financiers. C'est-à-dire que le besoin de créer, il a toujours été là, il est toujours là. La possibilité de créer, elle, devient de plus en plus compliquée, parce qu'un film, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui coûte très cher. Et c'est passé notamment à Hollywood, il y a eu une métamorphose qui n'a pas été forcément dans le bon sens. Le Hollywood que moi j'ai connu quand j'étais ado, c'était donc celui des années 80. Il sortait en fait de la grande cuite des années 70, qui avait été une époque charnière au sens où il y a eu un remplacement des financiers au début des années 70 à Hollywood, qui a permis à toute une jeune génération de prendre possession de la ville, en fait, de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, les Scorsese, De Palma, Coppola, Lucas, Spielberg et compagnie. Donc de prendre le pouvoir et dans les années 80 de revenir à un cinéma populaire où ils étaient des voix qui comptaient, c'est-à-dire qu'on allait voir un film d'eux. Quand allait voir Les Incorruptibles, c'était un film de Palma. Et les majors étaient plus ou moins réduits à l'état de distributeurs à cette époque-là. À la fin des années 90, il a commencé à y avoir un basculement dans la politique hollywoodienne qui correspond, je pense, au renvoi de Bill Mechanic, le PDG de la Fox, puisque donc le PDG de la Fox s'est fait virer après avoir produit Titanic. Donc ça donne une idée qu'il se passait quelque chose, quoi. Tu viens de sortir le plus gros succès de la décennie et tu dégages, parce que Mechanic était attaché à l'idée de conserver justement des gros noms et des gros projets, des projets high profile. C'est notamment le gars qui a produit un film comme Fight Club, qui était un projet assez inconcevable. Et il avait en face de lui des gens qui, eux, voyaient que la numéralisation à venir, c'est-à-dire la dématérialisation des œuvres, allait poser de grosses questions de contrôle, en fait, puisque les studios, leur pouvoir économique, il était dû au fait qu'ils louaient les films, en fait. C'est-à-dire qu'ils louaient les copies, ils vendaient des DVD, ils avaient... voilà, c'était comme ça qu'ils tenaient. Mais avec la dématérialisation, le pouvoir allait revenir à celui qui avait le copyright, en fait, le droit. Et donner trop de pouvoir aux artistes, c'était donner des droits aux artistes. Puisque donc tu peux rien faire... sur Matrix, si tu n'as pas l'autorisation des Wachowski, tu peux rien faire sur Titanic si tu n'as pas l'autorisation de Cameron. Donc l'artiste avait son mot à dire dans la façon avec laquelle son film allait circuler. Et ça, les studios, les majors commençaient à comprendre qu'il fallait que ça s'arrête, en fait. Donc bon, pour le faire bref, tout ça va mener au développement des stratégies dans lesquelles on est aujourd'hui, qui sont celles de Disney, c'est-à-dire de dépenser 7 milliards pour acheter tout un univers, monde, qu'il s'agisse de celui du super-héros ou de celui de Star Wars, mais d'en avoir les droits absolus, intégraux, ad vitam aeternam, et sur la planète entière et dans tout l'univers. Et les artistes là-dedans n'ont plus rien à dire. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont engagés. On va engager un Ryan Johnson pour faire un film, mais au fond, il n'a aucun droit sur son film, il n'a aucune possibilité de... Ça ne lui appartient pas. Donc là, il y a une raison objective pour laquelle, sur les 20 dernières années, il n'y a eu que deux méga blockbusters qui ont créé des franchises qui soient des créations originales. Ça a été Matrix et Avatar. C'est les seuls. Alors que si on remonte dans les années 80-90, ça n'arrêtait pas. On avait tous les ans un Indiana Jones, un Star Wars, un Gremlins, pourquoi est-ce que c'est parce que les artistes sont plus là? Non. Des gars qui ont des idées, il y en a toujours. Ils n'ont juste plus la possibilité de le faire, parce que si tu arrives avec une idée originale aujourd'hui face à une major, on va te dégager. Tout ça est une question de contrôle. Il y a une anecdote que j'aime bien rappeler, qui est
comment dire, à l'époque post-Avatar, Guillermo del Toro et James Cameron se sont associés pour monter le projet des Montagnes Hallucinées de Lovecraft. Et ils ont réussi à intéresser Tom Cruise pour avoir le rôle principal. Et le studio leur a dit, en gros, c'est trop risqué. Donc ils ne voulaient pas produire le film, le studio Universal, parce qu'ils le considéraient comme trop risqué. Qu'est-ce qui rendait risqué un projet produit par James Cameron, le gars qui venait de sortir Avatar, tourné en 3D, avec Guillermo del Toro à la mise en scène et Tom Cruise en tête d'affiche. Il est où le risque? Il n'y a pas de risque financier. Le seul risque, le réel pour le studio, c'était le risque de perdre le contrôle. En fait, ils ont besoin de contrôler les choses. Et donc voilà, de cette guerre entre créateurs et on va dire gestionnaires, ce sont pour l'instant les gestionnaires qui remportent la bataille et le public qui y perd, puisque du coup on s'étonne de ne plus avoir de nouveautés, que ce soit tout le temps la même chose qui ressorte et tout ça, mais tant qu'on continuera à faire des succès de ces films qui ont été produits par une commission de 50 exécutifs qui n'ont jamais vu de film de leur vie avant de commencer à bosser pour les studios, on continuera à voir ces films-là, en fait. Si on ne privilégie pas justement le boulot des créateurs, il ne faut pas s'étonner qu'on ne leur donne pas de pouvoir, quoi. C'est pour ça que je suis toujours désespéré quand je vois des échecs monumentaux pour des films comme... ceux des Wachowski, par exemple, qu'il s'agisse de Speed Racer ou même Jupiter Ascending, ou le John Carter de Andrew Stanton, ou tous ceux qui ont essayé de faire des choses, ou Tomorrowland de Brad Bird, et qui sont systématiquement ignorés par le public. Donc c'est vrai que des fois, quand le public se plaint d'avoir que des reboots, que des remakes, etc., il y a des fois, j'essaie de me garder un peu mon venin dans la bouche et de leur dire, et d'éviter de leur citer la longue liste de films qu'ils ne sont pas allés voir, et qui auraient permis justement que ces artistes regagnent du contrôle et donc réimposent leur vue sur le système. Donc le cinéma de genre, il a un peu payer le prix de ça au niveau des blockbusters. Au niveau des films à plus petit budget, la grande modification, ça a été évidemment le streaming, puisque des films qui étaient autrefois produits pour des marchés vidéo essentiellement, aujourd'hui sont produits sur ce marché streaming. Je pense qu'il n'y a pas trop à se plaindre. On a régulièrement des films étonnants qui arrivent sur des canaux comme Netflix et autres. Et donc, tant qu'il y a de l'argent, je dirais, tout va bien, quoi. Et d'une certaine façon, l'irresponsabilité de Netflix, leur façon de produire des films sans se préoccuper après de quoi que ce soit, pour moi, ça a du bon. Ça donne des films complètement improbables. Je pense à Okja de Bong Joon-ho, dont on se demande encore à qui ce film s'adresse, puisque c'est un film a priori pour enfants, mais qu'aucun enfant ne peut voir, parce que définitivement trop dépressif et violent. Mais simple fait qu'il existe montre qu'il y a un espace un appel d'air qui s'est créé, en fait, ce que le cinéma n'arrive plus à produire. Donc l'évolution, elle s'est faite dans ce sens. J'étais gros consommateur de musique de film, puisque avant, j'étais collectionneur, en fait, depuis, je ne vais pas dire de bêtises, depuis mes 15 ans. Je crois que j'ai commencé à 15 ans à collectionner les musiques de films. À partir de Under Fire, c'était la première musique de film qui m'a convaincu de devenir un gros taré du genre. Et donc, en étant vendeur à la Fnac, j'ai bien sûr eu le privilège de me faire plaisir, puisque j'avais accès absolument à tout. Et donc, comme on peut le voir par là-bas derrière, j'avais tendance un peu à beaucoup consommer de façon compulsive, et ça s'est arrêté vers l'année 2003, c'est-à-dire qu'en gros la dernière musique de film à m'avoir complètement incroyablement stimulé, c'était la musique de Don Davis pour Matrix Reloaded, où j'avais l'impression d'entendre quelque chose juste de nouveau et à suivre, et j'ai plus ce sentiment depuis. C'est-à-dire que toutes les années avant, j'avais régulièrement chaque année 5-6 scores qui me faisaient vraiment sortir de mes gonds, qui me rendaient fou, que j'écoutais en boucle, et à partir de 2003, ça a été de plus en plus compliqué d'avoir ces moments chocs, en fait. Alors
je me disais, est-ce que c'est parce que j'en ai trop écouté, du coup il n'y a plus rien qui me surprenne, ou bien est-ce que la musique de film est vraiment en train de changer profondément et pas dans un sens qui me convienne. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution en fait, parce qu'il y a eu une évolution de la musique de film qui n'a pas été à mon goût, hein, je l'avoue. Dès le début, j'ai haï un mec comme Hans Zimmer dès qu'il est arrivé, enfin déjà à l'époque de films comme Rain Man et Black Rain, je supportais pas sa musique, et ça n'a pas été en s'améliorant, parce que je supportais pas sa façon de composer, que moi je considère comme simpliste en fait, c'est-à-dire à base d'accords plaqués, beaucoup plus influencé par le pop que par le classique. Là où moi, j'étais plutôt élevé avec des gens comme John Williams, Franz Waxman, Alfred Newman et Jerry Goldsmith, qui sont des compositeurs de tradition classique, c'est-à-dire avec une musique orchestrale extrêmement fouillée, je dirais subtile, là où chez Zimmer, la subtilité, je la cherche encore. Alors j'ai quand même 3 albums de Zimmer dans ma collection, hein, et d'ailleurs, lorsque je l'ai rencontré, je lui ai demandé quelles étaient ses 3 musiques de films favorites à lui, et il m'a cité 3 titres, et ce sont les 3 titres que j'ai dans ma collection, donc je ne me suis pas trompé. Alors c'était La Ligne Rouge, La Puissance de l'Ange, The Power of One, et As Good As It Gets. Donc c'est les 3 seules fois où je me suis dit, ah oui, bon, finalement il est capable de quelque chose. Bon, apparemment il en est lui-même très content, mais en dehors de ça, donc j'ai un gros problème avec lui, et j'ai aussi eu un gros problème avec ce que son style a institué à Hollywood. Alors pourquoi Zimmer a-t-il à ce point cartonné à Hollywood? Bon, outre le fait que c'est en tant que personne quelqu'un de très cool, je peux en témoigner, hein, parce qu'en tant que mec qui déteste sa musique, je l'ai trouvé vraiment très cool pendant l'interview qu'on a faite, hein, parce que je lui ai dit, hein, que j'aimais pas ce qu'il faisait, et il l'a très bien pris, il a été vraiment... Bref, donc je pense que ça joue beaucoup dans sa relation avec les réalisateurs. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment affable, mais aussi parce que son style était adapté à une mutation de la façon de mettre en son les films, en fait. Il y a toujours eu, dans les années 80-90, il y a eu une espèce de petite guéguerre entre les techniciens du son et les compositeurs, parce que l'arrivée du Dolby Stereo, du THX, du DTS, tous ces trucs-là, faisait que les effets sonores prenaient de plus en plus de place en fait dans la bande passante de l'oreille du spectateur. Là où la musique était bien isolée à une certaine époque, on entendait très clairement qu'il y avait 2 enceintes qui ne passaient que de la musique. Ça n'était plus le cas. C'était à qui arriverait à caser sa sonorité. En fait, dès le début des années 90, on commence à sentir cette influence-là. Tu prends un film comme Total Recall par exemple. La raison pour laquelle Jerry Goldsmith a commencé des grosses percussions synthétiques, voilà, qui en mettent plein les oreilles, c'était aussi parce qu'il savait que hors de ça passerait pas. Il y avait tellement d'explosions, de coups de mitraillette en Dolby Surround dans le film, que une autre musique ne serait tout simplement pas passée. Donc il y avait un enjeu de l'ordre de l'occupation de l'espace sonore en fait, qui s'est joué dans les années 90. Et la musique de Zimmer, elle est adaptée à ça. Et donc ce qu'il a développé dans son studio Mediaventure, et que plein d'autres compositeurs ont repris à sa suite, c'est au fond un style de musique qui permet de cette cohabitation avec ces bandes-sons extrêmement chargées. Donc la musique de film, elle est naturellement allée dans ce sens-là, dans un sens qui ne me plaisait pas. Et donc je pense que c'est aussi ce qui m'a éloigné du domaine, en fait. Je me reconnais plus du tout chez les jeunes collectionneurs quand je vois ce qu'ils écoutent. Moi j'essaie d'y jeter une oreille, et au bout de 3 minutes, je pense à autre chose. Donc voilà, à titre personnel, moi j'ai plus de moments d'extase qui était de découvrir la musique de Danny Elfman dans le générique de Beetlejuice, ou d'entendre l'ouverture d'Alien 3 d'Elliot Goldenthal, ou le Dark Crystal de Trevor Jones, enfin, ou le Conan le Barbare de Basil Poledouris. Enfin, j'ai eu dans ma vie de cinéphile des tas de moments où dès le début du film, le film était à peine commencé, que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette musique. J'ai plus ça. Donc la dernière fois que je l'ai eu, c'était effectivement sur Matrix Reloaded, où il y avait cette espèce de tentative de mixer cette sonorité techno, tu vois, très pop, très lourde, avec une musique concrète même par moment, expérimentale, presque à la peine d'Ereki par moment, d'essayer de trouver comment les deux peuvent fonctionner avec
une bande-son de film extrêmement bruyante, parce que c'est très très bruyant, Matrix Reloaded. Je trouvais que ça marchait bien sur ce film-là. Et ça, c'est une voie qui n'a pas été suivie, hélas. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Bah écoute, Rafik, je te remercie chaleureusement d'avoir accepté cet entretien. Ça m'a fait vraiment très plaisir de te voir parce que, on va dire la vérité, hein, on s'est vu pour la première fois, on fréquentait un petit peu il y a une vingtaine d'années, on ne s'est pas revu depuis. Donc je suis vraiment content de te revoir. C'est la première fois en 20 ans, donc ça me touche énormément. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager en masse. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec les propos de Rafik, ça nous intéresse énormément de vous lire. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Et comme d'hab, l'invité a le dernier mot. D'abord, où est-ce qu'on peut te retrouver, tes écrits, podcasts? Dis-nous tout, Rafik. En ce moment, on me retrouve, donc pour ce qui est de la musique de film, on fait un podcast qui s'appelle Total Tracks avec David Ogia et Olivier Desbrosses, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, sur Apple, un peu sur les plateformes habituelles, donc Total Tracks, ou alors Tracks Total sur Twitter. Donc il y a presque déjà une dizaine d'épisodes, je ne les ai pas comptés, mais on fournit pas mal. D'ailleurs, je dois en enregistrer un demain. Pour ce qui est de la cinéphilie, j'ai une émission sur Arrêt sur Image avec Daniel Schneiderman et Delphine Chedaleux qui s'appelle Post-Pop, où on étudie les différences de regard que différentes époques ont porté sur les mêmes films, en fait. Comment aujourd'hui on revoit des films d'avant et leur façon... C'est plus une émission sociologique que cinéphile, mais c'est entre les deux. Donc là, à l'heure où on enregistre, je m'apprête à sortir un hors-série consacré à la saga Matrix chez Rokirama. Donc ils m'ont laissé, je ne sais plus combien, 160 ou 180 pages pour geeker comme un taré sur une saga que j'affectionne particulièrement. C'est déjà pas mal. Pour le reste, je suis sur Facebook, Twitter, vous pouvez me suivre. Venir m'expliquer qu'Hans Zimmer c'est trop bien, que je suis un vieux con, que j'ai rien compris, et que je l'accepterai avec bienveillance. Voilà. Parfait, on vous dit à une prochaine fois. Allez, bye!